Ce qui s'est passé ce jour-là dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Manhattan a dépassé tout ce que l'on aurait pu imaginer, et ceux qui étaient présents savent qu'ils viennent d'assister à un moment d'histoire judiciaire. Au moment même où les images issues d'une caméra de surveillance, jusque-là tenues secrètes, ont été diffusées en pleine séance, Didi a perdu tout contrôle, tentant de fuir la pièce comme un homme traqué, tandis que le juge se voyait contraint d'interrompre les débats pour rétablir l'ordre. Mais l'ordre, justement, était désormais un souvenir lointain, car ce qui venait d'être révélé sur l'écran n'était rien de moins que la chute d'un géant, une vérité brutale filmée en haute définition et exposée aux yeux de tous celle d'un artiste que le monde croyait intouchable, figé désormais dans la posture d'un agresseur, Israel Flors, l'ex-agent de sécurité de l'hôtel Intercontinental, aujourd'hui officier de police à Los Angeles, s'est avancé à la barre avec une calme détermination, dévoilant une séquence accablante, enregistrée en mars 2016 et montrant sans la moindre ambiguïté l'agression physique de Cassie Ventura par Didi. Le visage fermé, Flors a raconté sa montée au 6e étage cette nuit-là après un appel de détresse. Il y avait trouvé une Cassie en pleurs, répétant inlassablement « Je veux partir, je veux partir, je veux partir ». Et en face d'elle, Didi campait sur ses positions, affirmant non, elle ne va nulle part. Flors avait alors pris position, rappelant à Didi que Cassie avait parfaitement le droit de quitter la chambre. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, si les images ne racontaient pas une vérité plus sombre, car en raccompagnant le couple pour que Cassie puisse récupérer ses affaires, Flors a remarqué un détail troublant. Un homme vêtu de noir assis sur le lit, silencieux, anonyme, mais capital, car sa présence venait confirmer un détail que Cassie avait toujours maintenu. Elle ne fuyait pas une dispute, mais bien une situation forcée dans laquelle Didi exerçait un contrôle absolu et brutal, et c'est précisément ce que la vidéo allait montrer. Quelques minutes plus tard, la séquence diffusée montre un Didi hors de lui, attrapant, bousculant et frappant Cassie dans un couloir alors qu'elle tente de s'enfuir des images que Didi lui-même ignorait jusque-là, des images que CNN allait diffuser mondialement en mai 2024 et qui allaient te faire basculer l'opinion publique et détruire toute tentative de défense construite sur le doute ou la négation. Flors a ajouté un détail encore plus explosif. Didi lui aurait proposé de l'argent juste après l'incident, une somme importante pour qu'il garde le silence. Une tentative désespérée d'étouffer l'affaire et une preuve supplémentaire de sa culpabilité. Et ce n'était pas tout. Flors a décrit le regard de Didi à sa sortie de l'ascenseur, ce qu'il a appelé un regard diabolique. Un instant de pure terreur gravé dans sa mémoire. La défense menée par Brian Steele n'est pas restée silencieuse, tentant de déstabiliser le témoin par un contre-interrogatoire agressif, pointant du doigt des incohérences entre le récit actuel et le rapport rédigé en 2016. Pourquoi l'œil tuméfié de Cassie n'avait-il pas été mentionné? Pourquoi aucun mot sur la présence de cet homme en noir, Steele, a aussi insinué que Flors n'était pas aussi préoccupé par Cassie qu'il le prétendait, évoquant des vidéos qu'il avait envoyées à sa femme, dans lesquelles il riait de ses chaussures brillantes, un comportement selon lui incompatible avec celui d'un témoin de scènes traumatisantes. Et il a été jusqu'à affirmer que Flors aurait pu protéger Didi à l'époque, avant de se retourner contre lui aujourd'hui. Mais malgré tous ses efforts pour semer le doute, une vérité demeure implacable. Les images ne mentent pas. Elles sont là, tangibles, indiscutables, capturant chaque mouvement, chaque geste, chaque regard. Elles montrent un homme en train d'agresser une femme. Elles montrent une tentative de fuite désespérée. Elles montrent la peur brute et la violence nue, et peu importe ce que dira la défense. Désormais, la caméra parle plus fort que tous les mots de ce monde. Et dans ce couloir d'hôtel, c'est le masque de Didi qui s'effondre. C'est sa légende qui s'écroule. C'est son empire qui se désintègre, image par image, pixel par pixel, devant un monde médusé. Dans un silence oppressant, les murs du tribunal ont vibré d'une tension qu'aucun mot ne pouvait apaiser. L'écran, quant à lui, déroulait sans relâche des images insoutenables. On y voyait Didi, autrefois maître incontesté de l'industrie musicale, courir après Cassie dans un couloir d'hôtel,
l'attraper brutalement par le cou, la jeter au sol avec une violence glaçante et lui asséner plusieurs coups de pied alors qu'elle était déjà à terre. Ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas un témoignage contesté, c'était la réalité crue captée par une caméra de surveillance que Didi pensait avoir échappé à sa vigilance. La brutalité de cette séquence a secoué le tribunal comme une onde de choc. Ce jour-là, même Didi n'a pas pu hennir son propre reflet. Tête baissée, regard fuyant, il a dû faire face à ce qu'il avait toujours tenté de dissimuler. Et quelques jours plus tard, en mai de 2024, il publie ce que personne n'aurait jamais cru possible. Des excuses publiques, reconnaissant l'intégralité des faits. Mais il était trop tard. Ces mots, prononcés après des années de déni, résonnaient moins comme un aveu sincère que comme une stratégie désespérée pour sauver les morceaux d'un empire en ruine. Et l'enfer ne faisait que commencer, car cette vidéo de l'hôtel n'était que la première fissure dans la carapace de Didi. Le parquet, avec un calme glacial, a laissé entendre l'existence d'autres enregistrements, provenant cette fois des résidences privées de l'accusé. Des caméras dissimulées dans les murs, les plafonds, les coins sombres de ses nombreuses propriétés, activées parfois à son insu même. Les enquêteurs, lors des perquisitions de mars 2024, ont saisi des centaines de disques durs, des dizaines de caméras et une infrastructure de surveillance si sophistiquée qu'elle aurait pu rivaliser avec celle d'un réseau de renseignement. Et lorsque les jurés ont vu les premières images, leurs visages ont blêmi. Certains détournaient les yeux, d'autres serraient à tous les poings. Dans ce chaos figé, Didi restait immobile, figé lui aussi, comme s'il assistait à l'exécution publique de sa propre légende. Mais rien ne pouvait préparer la salle à ce qui allait suivre. Cassie Ventura elle-même a pris place à la barre. Le silence, cette fois, était presque sacré. Enceinte, mais déterminée, elle a commencé à dérouler le récit de ce qu'elle a vécu. Des révélations à couper le souffle. Elle a décrit des pièces, appelées les « salles obscures », dans lesquelles Didi organisait ce qu'elle appelait les « pétabs ». Des séances où il dirigeait chaque geste comme un producteur hollywoodien dérangé. Il ne s'agissait pas de rencontres impulsives, mais de véritables productions orchestrées dans les moindres détails. Éclairage tamisé, accessoires spécifiques, mise en scène millimétrée, et toujours des caméras cachées. Les participants n'étaient même pas toujours au courant qu'ils étaient filmés. Pour Didi, ces enregistrements n'étaient pas seulement une archive personnelle. Ils servaient aussi d'instrument de pression pour garder le contrôle sur ses proies. Elle affirme qu'il visionnait ces vidéos seul, en retirait une forme de satisfaction, parfois même un pouvoir pervers. L'enquête a révélé que parmi les objets saisis figuraient plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Et tout s'est éclairé lorsqu'Aleas a expliqué que cette huile était utilisée de manière excessive pour obtenir un effet visuel spécifique à la caméra. C'était l'étape 2 du processus. L'étape 1 étant la narration à voix haute de chaque action. L'étape 3 impliquait une participation plus directe, tandis que l'étape 4 touchait à l'indicible. Didi participait parfois, mais ce qu'il cherchait, c'était que tout soit capturé. Chaque angle, chaque souffle, chaque humiliation, tout cela soigneusement stocké, conservé, collectionné. Et c'est alors qu'elle a raconté l'inimaginable. Après certaines de ces rencontres, il l'obligeait, selon elle, à prendre les fluides corporels d'hommes escortes et à les appliquer sur sa poitrine, ses seins, ses mamelons. Le tout filmé par des caméras qu'il avait installées lui-même pour pouvoir ensuite les revoir en privé. Un acte d'une cruauté inimaginable, une domination psychologique totale. Dans le tribunal, même les membres de la famille de Didi restaient figés, sidérés. Certains détournaient le regard, d'autres pleuraient. Un juré aurait murmuré que c'était la chose la plus troublante qu'il ait jamais entendue. Le mot « d'homme » est apparu. C'est ainsi que Didi les appelait. Ce témoignage n'était pas un simple cri. C'était un effondrement, un tsunami de révélations qui ne pouvait plus être contenu. Et alors que la voix de Cassie résonnait dans la salle, calme mais implacable, le monde entier commençait à comprendre qu'il ne s'agissait plus d'un procès pour violence domestique. Il s'agissait de la mise à nu d'un système, d'un homme, d'un empire entier, construit sur le contrôle, la peur et la manipulation. Âge de sperme? Ce n'était pas une plaisanterie déplacée, ni un ingrédient douteux dans un latte Starbucks,
mais bel et bien une preuve à charge dans un procès d'une noirceur inouïe. Si cette abomination avait été servie dans une assiette, même Gordon Ramsay aurait quitté la pièce en hurlant d'horreur. Ce n'était pas une métaphore, c'était une réalité documentée. Et lorsque la question fatidique a été posée à Cassie, pourquoi avoir participé à ces séances si elle ne le souhaitait pas? Sa réponse a figé la salle entière. Elle a expliqué calmement, mais avec une intensité glaçante, que ce n'était pas du consentement, mais du contrôle. 17 ans séparés, Didi de Cassie. Un écart de pouvoir béant qu'il exploitait sans relâche. Il ne contrôlait pas seulement son quotidien, il contrôlait sa carrière, ses relations, ses pensées. Chaque caméra qu'il installait n'était pas qu'un œil électronique. C'était un outil de domination. Elle savait que si elle refusait, ses enregistrements intimes pouvaient être diffusés au monde entier. Des messages qui lui ont été présentés au jury, où Cassie tentait de refuser, et où Didi la traitait d'ennuyeuse, de prévisible. Un classique de l'humiliation psychologique, destiné à briser toute volonté d'opposition. Et lorsque le parquet a révélé qu'un escorte masculin avait été sommé d'uriner sur elle pendant l'une de ses séances enregistrées, la stupeur s'est abattue sur la salle comme un rideau de plomb. Pourquoi ne pas s'être simplement levé, s'être enfui, avoir dit non? La réponse de Cassie a été un coup de poignard dans le cœur de tous ceux qui écoutaient. Elle a dressé le portrait d'une jeune femme piégée, sous influence, incapable de résister, consciente que tout était filmé, non pas pour le plaisir mutuel, mais pour l'archivage macabre d'un homme en quête de contrôle total. Ces séances n'étaient-elles pas des jeux d'adultes, elles étaient des tableaux de domination absolue, dirigés comme des rituels. Le témoignage est devenu si choquant que même les membres de la famille de Didi ont quitté la salle, incapables d'en supporter davantage. Didi, lui, devenait de plus en plus nerveux, transpirant, remuant sur son banc, jusqu'à ce que ses avocats soient obligés de le retenir physiquement alors qu'il tentait de fuir l'audience. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'escorte masculin lui-même a pris la parole. Il a confirmé plusieurs aspects de ce que Cassie avait décrit, tout en affirmant que certaines pratiques avaient été demandées par Cassie elle-même. Pourtant, même au cœur de ces contradictions, il a corroboré l'essentiel. La violence, la terreur, les attaques physiques. Il avait vu Didi frapper Cassie. Il l'avait vu se déchaîner et il avait ressenti cette ambiance irrespirable de pouvoir et de peur. Son témoignage, même s'il comportait des nuances, s'intégrait dans un schéma qui ne cessait de se dessiner depuis les premières pensées et les premières minutes du procès. Caméra, humiliation, domination, le tout capturé, monté, conservé. L'accusation, pièce par pièce, reconstruisait l'édifice sordide d'un empire basé non sur la musique, mais sur la manipulation. Et ce qui devait être des archives secrètes de plaisir personnel se révélait être le piège dans lequel Didi tombait. Les vidéos retrouvées dans les perquisitions pouvaient m'en représenter bien plus qu'un simple scandale. Si leur authenticité est confirmée, elles constitueraient des preuves directes de trafic sexuel, de production illégale de contenu, de coercition à des fins sexuelles. Et pour cela, les peines encourues ne se mesurent plus en années, mais en décennies. L'effet boomerang des caméras cachées était d'une ironie tragique. Celle qu'il avait utilisée pour garder les autres en cage allait peut-être le condamner à vie. Et la dernière scène, la plus symbolique, se joue non pas dans une boîte de nuit ou un studio d'enregistrement, mais dans cette salle d'audience glaciale où l'empire de Didi, pierre par pierre, s'effondre dans un fracas juridique et moral. Il y a quelques années, il recevait les clés de New York, célébrait son entrée dans le cercle très fermé des milliardaires, trônait comme une légende vivante de la culture urbaine. Aujourd'hui, il affronte 5 chefs d'accusation gravissimes. Un chef pour association de malfaiteurs, passible de prison à perpétuité. 2 pour trafic sexuel, 15 ans minimum chacun. 2 autres pour transport à des fins de prostitution, jusqu'à 10 ans chacun. Mais au-delà des chiffres, c'est une image qui restera. Celle d'un homme, jadis tout-puissant, qui regarde droit devant lui, non plus des caméras qu'il contrôle, mais une justice qu'il ne maîtrise plus. Les lumières, ce ne sont plus celles des projecteurs, mais celles crues de la vérité. Et dans cette lumière, il n'y a ni montage, ni musique, juste le silence accablant d'un empire qui meurt.
Revenons sur ce fameux rire de Didi au moment où le nom de Jay-Z a été évoqué. Ce rire, s'il est avéré, révèle un homme tellement narcissique, tellement déconnecté de la gravité des accusations, qu'il en rit presque, comme si la chute de ses alliés était une plaisanterie. Rire à un enterrement, c'est le symbole d'une absence totale d'empathie, d'une perte complète de sens moral. Mais peut-être cache-t-il aussi autre chose. Ce rire pourrait être une manière voilée de dire qu'il détient des secrets sur Jay-Z, des révélations encore plus compromettantes qui feraient trembler tout le monde. Le moment choisi n'est pas anodin, c'est un avertissement voilé. La riposte judiciaire féroce de Jay-Z, avec ses plaintes pour diffamation et ses demandes de sanctions, ne sonne pas comme la confiance d'un innocent, mais plutôt la peur d'un homme acculé, terrifié à l'idée de ce qui pourrait éclater au grand jour. Si ce fameux 6e jour marque vraiment le début de la fin pour ce réseau de silence et de terreur, alors soyez sûr que je serai là pour suivre chaque révélation, chaque vérité dévoilée, chaque homme puissant, appelé à rendre des comptes. Car au final, c'est cela qui importe. La vérité, la justice et la chute inévitable de ceux qui ont cru pouvoir tout dominer. La véritable histoire ici ne se résume pas au rire d'une salle d'audience, mais aux accusations graves, fédérales, et aux survivantes courageuses qui ont brisé leur silence. Voilà l'histoire que nous devons entendre, comprendre et faire vivre. Si vous voulez découvrir davantage d'histoires aussi puissantes, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et plonger dans les vidéos proposées. Laissez-moi vos impressions en commentaire, car c'est ensemble que nous pouvons faire la lumière sur ces vérités cachées.